À Sarajevo, sous le pont Verbania, coule la rivière Milgaša. Ici, tous les 18 mai, comme pour un anniversaire, on célèbre l'amour. Elle s'appelait Admira, lui Boško. Elle était bosniaque, lui serbe. Ils avaient 25 ans et ils s'aimaient. La guerre avait déjà mis le feu à la ville depuis une longue année. Les Serbes de Bosnie, soutenus par l'armée de l'ancienne Yougoslavie, vont, pendant plus de 3 ans, pilonner Sarajevo et faire 12 000 victimes. Admira et Boško sont abattus en voulant passer le pont Verbania, l'unique voie pour quitter Sarajevo. Pas pour fuir, juste pour pouvoir s'aimer. On les a retrouvés morts dans les bras l'un de l'autre. C'était le 18 mai 1993. Au creux des montagnes de Bosnie, la paix revenue, Sarajevo se reconstruit lentement. Mais les cœurs et les âmes gardent les traces de terribles souvenirs. Chez Zio et Nera, les parents d'Admira, depuis maintenant 18 ans, les minutes et les années s'égrènent implacables, comme les pages de l'album de photos que l'on tourne sans fin. Toute mère trouve son enfant beau. Mais je peux dire qu'Admira l'était vraiment. Elle était sportive. Elle avait les yeux verts, des cheveux magnifiques, et elle était grande. Elle était ouverte sur le monde, et elle était très déterminée. D'Admira et de Boško, il ne reste qu'un album. Des pages de promesses, de sourires et les dernières images d'une famille réunie dans un pays qui s'appelait encore la Yougoslavie. Nous étions yougoslaves et nous ne faisions aucune différence de couleur, de religion et d'ethnie. J'étais heureux de vivre dans la Yougoslavie de Tito. J'étais fier et je pensais sincèrement que cette Yougoslavie-là avait de l'avenir. Créée sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie ressemble à un miracle, un pont entre l'Est communiste et l'Europe. Une fédération qui regroupe plusieurs nations, Slovénie, Bosnie, Croatie, Serbie et Monténégro. À Sarajevo, la capitale de Bosnie, se mêlent musulmans, serbes, croates, juifs et tziganes. Minarets et clochers se côtoient en paix sur les toits de la ville. C'est la ville où j'ai vécu, où j'ai fondé ma famille. J'ai eu mes 2 enfants. C'est peut-être une ville comme les autres, mais c'est la ville que j'aime. C'est ici que j'avais tous mes amis et j'y tenais un garage automobile. De temps à autre, Nera pousse la porte de leur ancienne demeure, la porte des jours heureux. Zio, son mari, lui, ne veut plus revenir. Les herbes folles et les roses abandonnées ont envahi le jardin. Quand je reviens par ici,
Je regarde toujours vers celle qui fut notre maison. Et je regarde l'arbre, le marronnier. C'est Admira qui l'a planté. Elle était enfant alors. L'arbre a grandi. Qui sait combien de temps il sera encore là? C'était notre maison. Des souvenirs magnifiques me reviennent. Les enfants jouaient dans le jardin avec leurs amis. Et mon mari travaillait ici, dans son garage. Nous avons habité ici pendant 30 ans. Les émotions, mes souvenirs sont trop forts. Les années soufflent sur les feuilles du marronnier qui continuent de grandir. Mais personne n'a oublié ce que l'on n'appelait pas encore Roméo et Juliette. J'ai rencontré Admira et Boško en 1982. Nous étions tous dans le même lycée. Les amours au lycée, en général, étaient des amourettes qui ne duraient que quelques mois. Mais eux, leur histoire durait toujours. Nous, les mecs au lycée, on attendait la fin de leur histoire pour tenter notre chance. On voulait tous Admira, car c'était une très belle fille. Mais leur amour ne s'arrêtait pas. Quand on pensait à l'un, évidemment on pensait à l'autre. Boško ne pouvait rien faire sans son Admira. Elle était vraiment tout pour lui. Citius, Altius, Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, la devise olympique. En 1984, Sarajevo accueille les Jeux d'hiver. Admira et Boško échangent leur premier baiser. Ils ont tout juste 16 ans et découvrent l'amour. On a eu beaucoup de chance que Sarajevo soit choisi pour les Jeux olympiques. C'était un événement considérable. Toute la ville, tout le monde s'y était préparé. Je ne pensais pas que c'était la fin d'une époque. Au contraire, je pensais plutôt qu'on était à la veille d'une nouvelle ère magnifique. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le maréchal Tito dirige la Yougoslavie et maintient l'unité de son pays. Mais à la mort du dictateur, en 1980, le pays renoue avec ses anciens démons. Les premières tensions ethniques surgissent. Portées par un certain Slobodan Milošević, les thèses nationalistes serbes se répandent. Pour Boško et Admira, c'est encore le temps du flirt et de la jeunesse dans Sarajevo, où il fait si bon vivre. Ils étaient à l'école ensemble, rentraient à la maison, mangeaient puis ressortaient pour se voir. Ils passaient 20 heures sur 24 ensemble. Quand Boško sortait tout seul, tout le monde lui demandait où était Admira. Et pareil si elle sortait sans lui. Ils étaient comme un symbole à Sarajevo. Le fait qu'elle soit musulmane ne changeait absolument rien. Le samedi soir, quand je me promenais sur l'avenue Tito, personne ne me semblait différent des autres. Tout le monde était semblable. Personne n'avait les yeux rouges ou ne portait de cornes. Craignant une Yougoslavie dominée par les Serbes, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance en 1991. La guerre commence et la Yougoslavie n'est plus. Au Parlement à Sarajevo, Serbes et Bosniaques s'affrontent et le 5 avril 1992, la Bosnie proclame à son tour son indépendance. Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Naime, njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. Le 5 avril, c'est une foule pacifique qui célèbre l'indépendance et réclame la paix. Des coups de feu claquent. Deux étudiantes, Suada et Olga, tombent sous les balles des tireurs serbes. Les deux premières victimes d'une guerre qui s'annonce. J'étais là et j'ai vu quand Suada et Olga ont été tués sur le pont. J'ai vu deux hommes en uniforme. De l'autre côté du pont, tirer sur la foule. Pour Belgrade, la capitale serbe, il est impensable que la Bosnie et Sarajevo sortent de l'Union. Il est temps, comme par le passé, de lutter contre les musulmans que l'on considère encore comme l'envahisseur. Boško et Admira, loin de ce tumulte, échafaudent des plans d'avenir et pensent se marier. Je les ai connus il y a déjà bien longtemps. J'étais voisin et ami de Boško. On se connaît depuis 1978. Boško, avec Admira, avait monté une petite entreprise. Ils achetaient des services de table et divers articles de cuisine pour les revendre ici. Ils entreposaient tout dans le garage du papa d'Admira. Au printemps 92, Admira et Boško vivent leur dernier jour de paix dans l'insouciance de l'amour. Ils avaient leurs plans, leurs idées pour leur avenir. Admira voulait très fort des enfants. Elle me disait, « Maman, quand j'aurai 5 enfants, vas-tu me les garder ?» On en rigolait toutes les deux. Mais je ne la prenais pas au sérieux. Les rires vont très vite s'arrêter. La guerre que personne ne voulait voir a rattrapé Sarajevo. Tout le monde a été surpris. Même si après les combats en Slovénie et en Croatie, il était logique de voir arriver la guerre ici, chez nous. Toute l'armée avec les équipements, les armes, sont venus de là-bas jusqu'ici. Alors, je ne vois pas pourquoi il est surprenant qu'ils aient déclenché la guerre ici, à Sarajevo. Pour les Serbes qui refusent l'indépendance de la Bosnie, il est temps de ressortir les armes. Les haines ancestrales ressurgissent et on se prépare à la guerre comme au départ d'une croisade. Le prêtre Sarkis bénit ses troupes, c'est Tchetnik, pour une guerre que l'on pense sainte. Commence le temps de l'exode et les Serbes s'enfuient de Sarajevo. Le prêtre Sarkis, un voisin de Zio, le garagiste, est de ceux-là. Il trouve refuge à Lukavica, près de Sarajevo. Là, il bâtit une chapelle et la dédie à Georges, le saint guerrier. Musulmans, Serbes, Croates, chacun de son côté. Et le 19 mai 1992,
nous avons formé l'armée de la République serbe. Alors, je me sentais soldat et prêtre. À l'église, je portais mes habits religieux et à l'extérieur, je portais l'uniforme. Le piège se referme sur Sarajevo qui ne croit toujours pas à la guerre. Les rebelles serbes, les Tchetniks, soutenus par l'armée de l'ancienne Yougoslavie contrôlée par Belgrade, prennent position sur les hauteurs qui dominent la ville. La guerre a commencé de façon très soudaine pour moi. Mes amis en parlaient, mais je ne pouvais pas croire à la guerre à Sarajevo. Non, je n'y croyais pas. Cette guerre a traversé les familles et même traversé les lits conjugaux. Aucun homme raisonnable, aucune personne sensée ne pouvait penser un seul instant que cette guerre serait aussi longue et sanglante. Le 6 avril 1992, au lendemain de la déclaration d'indépendance, les premiers obus des forces serbes tombent sur la ville. Un ciel de fer et de feu s'abat sur Sarajevo. Commence un siège qui va durer plus de 1300 jours, le plus long siège de l'histoire moderne. Hommes, femmes, enfants, vieillards et même les chiens, tous doivent mourir. Sarajevo, la princesse des Balkans est blessée. Mais très vite, la résistance s'organise. On a eu de la chance. On a réussi à résister ce jour-là. Ils n'ont pas pu réaliser leur plan. Ils voulaient couper la ville en deux. Ce qui m'a marqué, ce sont tous ces cris de femmes que l'on entendait depuis le quartier de Gorbavica. J'imagine que c'était à cause des viols et des meurtres. On pouvait entendre tout ça dans le silence de la nuit. Ces cris étaient horribles, terrifiants. Les faubourgs et les premiers quartiers de la ville sont pris par les forces spéciales serbes, les terribles Tchetniks. Exécutions, viols et pillages. Commence alors une véritable épuration ethnique. Le bosniaque, le musulman doit disparaître. La guerre sépare les familles. Admira emménage à Kochevo-il, chez la mère de Boško. Ses parents, eux, restent au garage, tout près de la ligne de front, sur l'ancienne avenue Tito, surnommée Sniper Alley, un rendez-vous avec la mort. Survivre un jour de plus est devenu le pari quotidien. Les dieux et le monde ont abandonné la ville. Sarajevo était devenue différente avec cette guerre. Nous nous cachions des obus et des tirs des snipers. Amela, ma plus jeune fille, était chez ma mère. Admira vivait dans l'appartement de Boško, dans le quartier de Koševo. Ma femme Nera faisait tous les jours plus de 10 km pour passer voir d'abord Admira, puis ma mère et mon autre fille Amela. Moi, je restais au garage, réquisitionné par notre armée. Au garage, nous avions une fontaine. Nous étions mieux lotis que d'autres dans Sarajevo assiégé. Alors j'allais chez Boško et Admira pour leur apporter du pain. Ils n'avaient pas de poêle.
Nous en avions un. Mon mari l'avait construit. Je faisais presque 16 kilomètres chaque fois pour aller voir tout le monde et revenir. Tous les 2 jours, je faisais ce trajet. Les obus tombaient et à chaque carrefour, les snipers tiraient. J'étais très mal chaussée. Je portais des talons hauts et ma fille Admira m'a donné des baskets pour que je puisse courir. C'était une période horrible, effrayante. Mon mari m'accompagnait au portail avant chaque départ. Il me disait au revoir, mais ni l'un ni l'autre, nous ne savions si nous allions nous retrouver. Le ciel et les montagnes se referment sur la ville assiégée. Le général Ratko Mladic et le politique Radovan Karadzic coordonnent l'encerclement et la mise à mort de la ville. La tactique de ces criminels de guerre est simple, répandre la terreur et la mort. Lapičica is 1 kilometer and a half from Sarajevo. But we don't shoot. We try to just to keep peace and not to control the surrounding of Sarajevo. You could take the city tomorrow, couldn't you? Anytime. We could take it anytime. Les tirs incessants des snipers contre les civils maintiennent la ville dans un état de frayeur constant. Pire, les victimes ont un coût. Quelques centaines de marques pour un adulte, le double pour un enfant. La guerre et la peur doivent vaincre Sarajevo. La mort, invisible, vient des hauteurs, comme tomber d'un ciel furieux. L'appartement de Boško est détruit par un tir d'obus. Rada, la mère, Boško, son fils, et Admira doivent déménager. Mais dans ce nouveau Sarajevo, qui peut encore accueillir un Serbe et son fils? La guerre a fait naître la haine. La guerre n'a rien changé à leur amour. Et n'a rien changé pour nous non plus. Boško était devenu un membre de la famille. Il n'avait plus de père. Et mon mari était devenu son ami. Ce qui a changé, c'est qu'on s'est fait du souci pour lui. Bien sûr, ça n'était pas évident pour lui d'être serbe à Sarajevo pendant la guerre. Les amoureux trouvent refuge chez la grand-mère. Une parenthèse de bonheur sous le tir incessant des canons. Rada, la maman, est accueillie au garage chez les parents d'Admira. Mais tout de suite, elle s'attire la suspicion du voisinage. Un jour, j'ai vu quelqu'un arriver puis repartir. J'ai demandé à Zio, le père d'Admira, « Les voisins vous causent des problèmes parce que vous m'hébergez ?» Je me rappelle très bien, j'étais sur la terrasse et Zio m'a répondu « Je suis chez moi et j'abrite qui je veux chez moi. » C'en est trop pour Rada. Il est temps pour elle de fuir Sarajevo. Désespérée, elle s'adresse à Čelo, le seul qui puisse l'aider à s'enfuir. Čelo, l'ami d'enfance de ses 2 fils, Bane et Boško. Rada était comme ma mère. Quand ma mère est morte, elle s'est occupée de moi. J'étais tout le temps avec son fils Bane, jour et nuit.
S'il rentrait chez lui prendre sa douche, je faisais pareil, et on se retrouvait tout de suite. Et Boško, son frère, était pour nous deux comme notre petit frère. Parfois, nous l'invitions à venir avec nous. Čelo est un gamin qui a du mal à grandir. Bagarreur, truand et trafiquant de drogue. À l'âge de 17 ans, il est condamné à 6 ans de prison. Čelo était dans notre école. C'était un mec super, un mec vraiment bien. Mais après l'école élémentaire, quand on est rentré au collège, il a commencé à sortir de la légalité. Il a eu des problèmes et on l'a jeté en prison. À sa libération, la guerre lui tend les bras et fait de lui un héros. Dès les premiers combats, il met sa fougue et les hommes de son gang au service de la ville. Ironie de l'histoire, Čelo, l'ancien voyou, est nommé chef de la police militaire. On dit que c'était un bandit, mais en fait, c'était un héros. Si je me rappelle, c'était au mois de mai, quand les forces spéciales serbes ont attaqué pour essayer de couper la ville en deux. C'est lui, Čelo, et ses hommes qui ont réussi à stopper l'avancée serbe. Fort de son nouveau pouvoir, Čelo, le héros, organise la sortie de Rada et sa fuite vers la Serbie. L'échange de prisonniers, Čelo y excelle. Une activité et un commerce lucratif. Les soldats serbes devaient emmener un groupe de personnes. Je ne savais pas d'où venaient ces personnes. Mais c'étaient des musulmans. Des musulmans qu'on devait échanger contre nous. De chaque côté, on a échangé. 5 personnes contre 5 personnes. Rada quitte seule Sarajevo. Elle laisse derrière elle sa vie, ses souvenirs, et Boško, son plus jeune fils. Je n'ai pas insisté pour que Boško vienne avec moi. Même si j'avais insisté, mon fils ne serait jamais venu avec moi. Il n'aurait jamais abandonné Admira. Si ça, ce n'est pas de l'amour, c'est quoi alors? Sarajevo, une ville abandonnée, encerclée, bombardée, violée, affamée, haïe. Une ville à genoux et qui pourtant résiste encore. On manque de tout, alors on mange les oiseaux, l'herbe des fossés et les racines. Premier hiver sous le siège. Et il faut de l'eau pour vivre, de l'eau pour boire, de l'eau pour cuisiner, de l'eau pour se laver. Les arbres de la ville sont abattus, le froid est terrible et il faut se chauffer. Les gestes du quotidien deviennent un défi à la mort. En cet hiver 92, on peut tomber fauché par la balle d'un sniper anonyme pour quelques litres d'eau. Mizočuk est serbe, et comme Boško, il a refusé de quitter la ville. Boško est son meilleur ami. Boško était tout le temps avec Mizočuk. Ils étaient comme deux amis inséparables.
Boško et Mizočuk passaient leurs journées ensemble. Mizočuk était le commandant d'une station de police militaire. Il dirigeait celle du quartier de Koševo, quartier contrôlé par Čelo. Même s'il était serbe, Mizočuk avait rejoint l'armée bosniaque et il commandait une vingtaine de gars. Boško était protégé par cette amitié, même si lui-même n'était pas soldat. Sarajevo, affamée, est totalement dépendante de l'ONU. À l'aéroport, seule porte encore entr'ouverte sur le monde, les avions, quand les obus serbes le permettent, déposent nourriture et médicaments. Très vite, un marché noir s'organise. Cafés, cigarettes, essence disparaissent des dépôts de l'aéroport pour réapparaître en ville. Il faut vivre. Alors Boško et Mizočuk s'associent dans ce trafic. Du pétrole. Ils trafiquaient du pétrole avec des gars de la Fort Pronu. Vous savez, c'est un très bon business. Une nuit, vous prenez 1 tonne de pétrole, vous la revendez le jour suivant, et vous gagnez environ 2000 à 3000 marks et des fois plus. Ouais, on peut dire que c'était comme ça. C'était un boulot pas vraiment clean, mais il fallait bien vivre. Čelo nous avait autorisé à faire ce boulot. Boško travaillait juste pour vivre et nourrir sa famille. Ce qu'il trafiquait avec Mizočuk et la Fort Pronu, c'était juste pour survivre. Il ne gagnait pas des sommes énormes. Vivre et résister. Pour certains, cela veut juste dire continuer de travailler. Edina est journaliste à Oslo-Bodenier, un titre qui veut dire libération. Pendant les 3 années et demie du siège de la ville, elle a remonté Sniper Alley pour retrouver sa rédaction. Un voyage dans le chaos, mais un devoir moral. Soldat du quotidien, chacun résiste à sa façon dans Sarajevo assiégé. Chaque jour pour aller au travail, c'était une aventure différente. C'était comme participer au jeu de la roulette russe. Je suis dans un groupe de personnes et on essaye de traverser Sniper Alley. On nous tire dessus, mais il faut pourtant que je traverse. Je ne veux pas arriver en retard au travail. Alors je traverse. Je traverse. Le journal, une cible prioritaire pour l'artillerie serbe. Il faut détruire, éteindre cette voie. Mais sous les ruines fumantes et les décombres, dans les caves et à la lueur des bougies, les journalistes continuent d'écrire. Les gens de Sarajevo avaient besoin du journal Oslobođenje. Ce journal était pour eux comme une voix. Un oiseau libre qui vole sans que personne puisse l'arrêter. Bombes, obus, rien ne peut empêcher la sortie du journal. Un défi quotidien aux forces serbes. La Bibliothèque nationale est bombardée. Elle va brûler pendant 3 jours. 1 million de livres et quelques centaines de manuscrits se consument. La mémoire de la ville part en fumée. Séance photo pour Čelo au milieu des ruines. Aujourd'hui, le gangster, le chef redouté de la police militaire, se marie. Je me souviens qu'Admira cherchait des habits pour l'occasion. Elle était très coquette. Le mariage était célébré à l'hôtel bosnien. Mizočuk
conduit ses amis Boško et Admira à la cérémonie. Admira est ravi de participer à la fête. Généraux, ministres, tout le monde est là. Mais au cours de la nuit, à la faveur de la fête, Milošević s'enfuit. En quelques heures, il rejoint les lignes serbes. Le traître emporte avec lui armes, radios et surtout les codes secrets de communication des forces bosniaques. Une désertion terrible pour Boško. Il est serbe et l'ami d'un traître. Admira m'a beaucoup parlé de ce mariage. C'était le jour où Milošević, le commandant, s'est enfui de l'autre côté en emportant avec lui des armes et des codes secrets de communication. À partir de ce moment-là, la situation pour Admira et Boško est devenue affreuse. Quand Milošević a fait cette merde, enfin quand il s'est enfui, une terrible pression est tombée sur Boško. Des gars de notre armée ont commencé à l'attaquer, même physiquement. Un d'eux lui a jeté une pierre et il fallait que je le protège. Si je ne l'avais pas protégé, il l'aurait tué. Il fallait qu'il disparaisse. Les enfants jetaient des pierres sur leurs fenêtres, qui déjà n'avaient plus de vitres, mais des bâches en plastique. Ils leur criaient « Saltchetnik ». Ils avaient appris ça de leurs parents. Il est temps pour Boško de fuir Sarajevo. Il était resté par amour pour Admira, alors elle décide de partir avec lui. C'est encore à l'ami Čelo d'organiser la fuite. Au milieu des combats, certaines affaires clandestines continuent entre les partis ennemis. Saša Bogdanović et Milkan Garabović sont les deux contacts serbes de Čelo. Avec eux, on peut arranger un troc de prisonniers. Nous nous connaissions tous. Alors malgré la guerre, on a continué à avoir des contacts. Čelo m'avait aidé pour faire sortir ma famille de Sarajevo. Il a aidé ma mère, mon oncle, mes cousins, toute ma famille. Et cela sans demander d'argent. Alors pour lui, j'ai fait de même quand il a fallu faire sortir Admira et Boško. Ils avaient vraiment besoin de notre aide et de notre protection. Admira vient de fêter ses 25 ans et passe faire ses adieux à sa mère. Zio, le père, lui, n'est pas dans la confidence. Ce jour-là, je ne sais plus ce qui s'est passé. Moi, je me rappelle qu'Admira n'arrêtait pas de pleurer. On était assises dehors sur le banc. Elle n'arrivait même plus à parler tellement elle pleurait. C'est comme si elle avait une terrible prémonition. Et moi, je voulais la consoler. Je lui disais que la guerre allait s'arrêter, qu'il s'en sortirait et que tout irait bien. Nous nous sommes dit au revoir. Elle est partie, mais se retournait sans cesse. Alors je l'ai suivie. Elle avait pris Sniper Alley, moi j'étais restée de l'autre côté. Je la vois encore me faire des signes de main pour me dire au revoir. Ce mercredi 18 mai 1993, grand soleil. Boško et Admira remontent main dans la main, Sniper Alley. Boško porte un sac, quelques affaires et les bijoux de la famille. Dans sa poche, 3000 marks, le prix de leur liberté. Čelo avait pris toutes les garanties pour le passage d'Admira et Boško. Tout était arrangé à 100%. Des amis devaient attendre Boško de l'autre côté du pont. Tout devait se passer sans problème. Les deux amants longent la rivière et s'approchent du pont Virbania. Au-delà, le No Man's Land et tous ses dangers. Les différentes factions qui surveillent la frontière ont reçu l'ordre de ne pas tirer.
Ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Ils portaient des sacs. Ils étaient effrayés. J'ai sifflé, ils ne m'ont pas entendu. Il y avait à peine 40 mètres entre nous. 2 tirs brefs ont retenti. Ils ont stoppé leur marche. S'ils avaient couru, je suis certain qu'ils seraient toujours en vie. 10 secondes après, 2 rafales courtes les ont touchés. Ce fut une scène terrifiante. Une rafale, c'est court, comme un cri. Mais l'écho meurtrier résonne longtemps. Elle a appelé au secours. Je me demande encore aujourd'hui à quoi peut ressembler cette terreur. Tu as peur, tu te vois mourir et tu sais que personne ne va venir t'aider. Admira est restée en vie encore une dizaine de minutes, peut-être 15. Elle avait reçu 2 balles sur le côté. Elle a rampé vers Boško et a posé sa main sur son corps. C'est ainsi qu'il meurt. Personne, ni Serbe, ni Bosniaque, ni même les casques bleus, ne veut ou ne peut récupérer les corps des 2 amants. La zone est trop risquée et tous se rejettent la responsabilité de leur mort. Personne n'est venu nous apporter la nouvelle de leur mort. 3 jours s'étaient déjà écoulés, mais personne n'est venu chez moi me l'annoncer. Leurs corps sont restés là pendant 9 jours. 9 jours. Alors un journaliste américain, Kurt Schork, écrit une dépêche qui va faire le tour du monde. Ainsi commence la légende des 2 amoureux de Sarajevo. 2 amants retrouvés morts sur les bords de la rivière Miljaca à Sarajevo, enlacés dans une ultime étreinte. Boško Berkic et Admira Ismic, 25 ans tous les deux, ont été tués par balle mercredi, tandis qu'ils essayaient de s'échapper de la capitale bosniaque assiégée en direction de la Serbie. Amoureux depuis le lycée, il était serbe et elle était musulmane. Elle a rompu pour le serrer dans ses bras et ils sont morts comme ça, dans les bras l'un de l'autre. In the Bosnian capital Sarajevo, Serb rebels and the Muslim-led authorities have spent the day arguing over which side has claim to the bodies of a young couple who were shot dead and left lying in no man's land. Asim est fait prisonnier par les Serbes dès les premiers jours de la guerre. Jeté dans un commando de travail forcé, il devient esclave au service des forces serbes. Une nuit, ordre lui est donné de ramener les corps. Une véritable mission suicide au milieu du no man's land. Avec mon copain Nedjad, nous avons avancé jusqu'à la carcasse du tank. Là, nous nous sommes assis pour attendre. Et j'ai levé la tête vers le ciel. Jamais il n'avait été aussi lumineux. Il était d'une beauté inouïe. Le ciel nous couvrait de beauté, alors que sur la terre il se passait des choses laides et terrifiantes. Je me souviendrai toute ma vie de ce ciel, avec ses couleurs, de sa multitude d'étoiles. J'ai appris plus tard, bien après la guerre, que les positions des soldats bosniaques étaient à 20 mètres des corps. J'ai rencontré un homme qui s'y trouvait à cette époque. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas tiré sur nous. Il m'a répondu que les corps étaient là depuis plus de 7 jours et qu'ils dégageaient une telle puanteur qu'ils avaient reculé vers un autre bunker. Rada, la mère de Boško, serbe, peut assister à l'enterrement de son fils et de sa promise. Sur la tombe de la belle, elle laisse un pullover qu'elle avait tricoté pour leur retrouvaille. Un petit cadeau pour l'au-delà. Le père Sarkis officie et la cérémonie est comme impossible. Elle n'était pas baptisée.
Elle n'était pas chrétienne. Elle n'avait pas le droit à la prière. On ne pouvait pas la convertir morte. C'était une situation de guerre. Il a protesté quand il a su qu'il devait enterrer une musulmane. Il a encore plus protesté quand il a su que c'était ma fille. Sarkis et Zio, voisins hier, ennemis aujourd'hui. La guerre a posé ses frontières. Il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait réparé ma voiture. Mais je ne me souviens même pas de lui. Admira m'avait dit « Nous nous aimons tellement que seule une balle pourra nous séparer. » Salve d'honneur, salve d'horreur. Les balles filent vers le ciel qui se penche sur Sarajevo. Admira avait laissé une lettre à sa mère, le testament d'une jeune fille de tout juste 25 ans. Ma chère maman, si Dieu le veut, il semble que nous partions enfin ce soir. Je t'appellerai dès que l'on sera sorti. Voilà, je te laisse des boîtes de sardines, les préférées de mon chat, mon petit enfant. Faites attention à vous. Surtout toi, maman, cache-toi des snipers. Ne sors pas trop souvent en ville. Ne va pas non plus au marché, s'il te plaît, c'est trop dangereux. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Cela va faire 18 ans qu'elle est morte. Boško et Admira, 2 morts d'une terrible liste. 12 000 victimes, presque toutes civiles, dont plus de 1000 enfants. Et pourtant, s'ils avaient pu attendre seulement encore 2 mois, en juillet 1993, un tunnel construit dans le plus grand secret sous l'aéroport permet à la ville de se relier au monde libre. Kolar Bajro n'a rien oublié. Sa maison était la sortie libre du tunnel. Aujourd'hui, c'est un musée que l'on visite. Pendant 2 ans, à l'abri des regards et des bombes, militaires, armes, nourriture, blessés, civils, tout va passer par la cave de Kolar Bajro. La seule voie pour échapper à l'enfer du siège de Sarajevo. Ce tunnel secret, de 800 mètres de long, a sauvé la ville de l'agonie. Bien sûr que je suis fier de cette histoire. Je peux dire que Sarajevo a été sauvé par ce tunnel. Tout est passé par le tunnel. Je me rappelle même un couple qui devait se marier. Le gars sort par le tunnel pour aller chercher sa promise. Et il la ramène par le tunnel dans Sarajevo. Imagine-toi. Passer par le tunnel pour se marier dans Sarajevo assiégé. En 1996, les accords de Dayton signés et la paix revenue, Zio le garagiste peut enfin ramener Admira et Boško au cœur de Sarajevo. Les 2 amants reposent en dehors des carrés musulmans et orthodoxes, en un lieu où l'unique religion est l'amour. Kurt, le journaliste américain, meurt en 2000, une embuscade au Sierra Leone, encore une sale guerre. Comme test amour, il demande à reposer près de la tombe des 2 amants. Kurt a enquêté.
Et il a compris très vite qu'il faisait face à Roméo et Juliette, que malgré les siècles, les Roméo et Juliette de Shakespeare étaient toujours à nos côtés. L'histoire ne dit pas qui a tiré, mais les guerres n'aiment pas les histoires d'amour. Avec Boško et Admira commence une légende, celle éternelle des deux amants, les Roméo et Juliette d'une ville qui connut la guerre. Sobre